Depuis des siècles, les poisons ont été utilisés comme armes discrètes et redoutables dans les mains des femmes criminelles. Leur pouvoir réside dans leur capacité à agir silencieusement et lentement, souvent sans laisser de traces évidentes, ce qui rend leur utilisation particulièrement insidieuse. Des sociétés anciennes comme les Romains et les Grecs, aux cours royales du Moyen Âge jusqu'aux événements criminels plus récents dans le huis clos des familles, le poison a toujours été un moyen pour éliminer certains individus. Il revêt diverses formes, des substances naturelles aux extraits de plantes et d'animaux, aux composés chimiques plus complexes développés à l'ère moderne. Cette méthode de meurtre fascine autant qu'elle terrifie. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener la deuxième partie de notre enquête sur la fascination de certaines femmes pour le poison à travers 3 affaires criminelles retentissantes. Mary Ann Cotton, considérée comme la première tueuse en série de Grande-Bretagne, Julia Tofana, une businesswoman du XVIIe siècle qui a créé un poison mortel et l'a vendu à plus d'une centaine de femmes désireuses de se débarrasser de leur époux. Violette Nozière, qui après avoir subi l'inceste, a voulu se venger de son agresseur. Au passage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour m'aider à faire grandir et connaître la chaîne. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on y va! Mary Ann Cotton. Pour cette première affaire, nous nous rendons dans l'Angleterre victorienne, dans un petit village au nord-est du pays, où vit Mary Ann Cotton, considérée de nos jours comme la première tueuse en série de l'histoire de Grande-Bretagne, bien avant Jack l'Éventreur. Son arme favorite, l'arsenic. Enfant, mari, parent, amant, personne n'y échappe. Tous les individus qui la côtoient de près finissent tôt ou tard par y laisser la peau. De 1865 à 1872, elle aurait fait au moins 17 victimes. Et à l'image des tueurs en série américains des années 70, qui voyageaient d'État en État pour éviter de se faire prendre, Mary Ann Cotton ne restait jamais bien longtemps au même endroit pour éviter d'attirer les soupçons vers sa personne. Voyons ensemble le parcours de cette tueuse sans scrupules avide d'argent. En janvier 1865, le premier mari de Mary Ann, William Mowbray, décède mystérieusement. À la suite du décès de son époux, avec qui elle a quand même partagé plus de 12 ans, elle reçoit de son assurance vie la somme de 35 livres sterling, et c'est beaucoup pour l'époque car ça correspond à 6 mois entiers de salaire, donc une somme non négligeable. Cet argent lui permet de déménager en été 1865 à Seaham Harbour, une ville côtière au nord-est de l'Angleterre, où elle emménage avec ses 2 filles pour retrouver un certain Joseph Nastras, un homme avec qui elle aurait eu une relation extra-conjugale avant de devenir veuve. La mort la poursuit pour autant, puisqu'une fois à Seaham Harbour, une de ses filles, Margaret Jane, décède théoriquement de la fièvre typhoïde, mais vous verrez par la suite, cette cause de décès sera largement mise en doute, puisqu'en réalité, il s'avère que Mary Ann s'amuse à empoisonner tous ses proches avec de l'arsenic. Concernant sa deuxième fille, Isabella Jane, elle la confie définitivement à sa grand-mère. Ça sent quand même la mère fraîchement veuve et donc célibataire qui a envie de profiter de la vie et de rayer ses enfants de son existence dans le but de vivre une nouvelle vie, car, rappelez-vous, elle s'est installée là pour retrouver son ancien amant. Mais tout ne se déroule pas comme prévu, puisqu'elle apprend que Joseph a refait sa vie. Il est désormais marié et heureux en ménage. Mary Ann est déçue. Son projet tombe à l'eau, elle a parcouru des kilomètres et des kilomètres pour retrouver son Joseph, mais finalement, il n'est plus disponible. Alors, elle prend un emploi d'aide-soignante et elle ne tarde pas à trouver un autre homme dans sa vie, parmi ses patients, un certain George Ward. George et Mary Ann se marient quelques semaines après leur première rencontre, en août 1865. Je vous le précise, vous l'avez peut-être constaté, Mary Ann, elle ne perd pas de temps. Son premier mari meurt en janvier 1865.
Elle déménage en été pour retrouver Joseph, manque de peau pour elle, il est désormais un homme pris, et hop, elle se trouve quelqu'un d'autre qu'elle épouse le même été. Un an plus tard, en octobre 1866, la faucheuse frappe encore. Georges tombe très gravement malade et le médecin peine à établir un diagnostic pour pouvoir le soigner correctement. Malheureusement, l'homme décède à son tour, dit-on, de la fièvre typhoïde, et une fois de plus, Mary-Anne touche l'argent de son assurance vie. Au mois de décembre, 2 mois seulement après la mort de George, elle est déjà casée avec un autre homme, James Robinson, père de 5 enfants et veuf, qu'elle épouse en été 1867. Et là, les morts se succèdent encore et encore. D'abord, John, l'enfant de James, qui n'est alors qu'un bébé, un autre fils de James, James Jr., et la mère de Mary-Anne. Rappelez-vous, la fameuse grand-mère qui a gardé Isabella Jane, la fille de Mary-Anne, issue de son premier mariage. La mamie n'étant plus de ce monde, Mary-Anne doit récupérer désormais sa fille, et elle aussi, à son tour, elle décède, et la cause de toutes ces morts est soi-disant, je crois qu'on peut le dire tous en chœur, la fièvre typhoïde. Et quand je dis que les morts se succèdent, en fait, je n'exagère pas du tout, puisque tous ces décès surviennent à peine dans un intervalle de 10 jours. Et comme par hasard, ils avaient tous une assurance vie. En 1868, le nouveau-né de Mary-Anne et James décèdent aussi à l'âge de 3 mois. La famille s'est un peu rétrécie, mais il reste néanmoins encore quelques membres de la famille qui sont encore en vie. Et pour Mary-Anne, toutes ces vies ne représentent que des livres sterling. Alors elle fait tout pour convaincre son mari James de souscrire à une assurance vie pour lui et les enfants qui lui restent. Mais ce dernier refuse catégoriquement, peut-être a-t-il flairé le danger. Furieuse de cet affront, Mary-Anne quitte James fin 1869. Effectivement, il ne lui sert plus à rien, il ne pourra pas être sa vache à lait. Elle prend avec elle le dernier nouveau-né de la famille. Et franchement, je me demande pourquoi elle a emmené le bébé avec elle, quand on sait que par la suite, elle confie l'enfant à des amis, prétextant qu'elle a juste une petite course à faire et qu'elle va revenir le chercher et que finalement, elle ne revient jamais le récupérer. Enfin, c'est toujours mieux pour ce petit bébé que de mourir empoisonné à l'arsenic, me direz-vous. Et voilà, Mary-Anne de nouveau sans enfant et célibataire, libre comme l'air. La situation idéale pour commencer encore une nouvelle vie. Son prochain mari est Frédéric Cotton. Il a le même profil que son ancien mari James, un homme veuf et père de 4 enfants. Elle l'épouse en 1870, tombe enceinte et met en place les fameuses assurances vie. Et je sais que peut-être qu'à ce stade-là de l'affaire, c'est rébarbatif. La suite, vous la devinez très bien, Frédéric Cotton meurt, ainsi que ses 2 fils et le bébé qu'elle a eu avec, etc. Et elle se met en couple encore avec un autre homme, un certain Monsieur Quick Manning, et en même temps, elle se remet aussi avec son ancien amant Joseph Natras. Elle a aussi sous sa garde son beau-fils, Charles Edward Cotton, le dernier enfant de son défunt mari Frédéric Cotton. Bref, beaucoup de maris, beaucoup de morts, que ce soit parmi les enfants de la famille, ses anciens époux. En tout cas, le mode opératoire de la tueuse est toujours le même. Alors, je vous passe cette fois-ci les détails et je vais vous parler plus concrètement de la façon dont elle va se faire prendre en 1872. Thomas Riley, un employé de la mairie du village, va voir Mary-Anne pour lui proposer un emploi d'infirmière. Il a eu vent de son expérience par le passé comme aide-soignante et pense qu'elle pourrait tout à fait être intéressée par sa proposition d'emploi, d'autant plus qu'actuellement elle vit seule avec un enfant, donc elle a sûrement besoin d'un travail pour subvenir à ses besoins. Mary-Anne se montre très intéressée, mais elle explique qu'elle a toujours la garde de Charles Edward Cotton, son beau-fils, son dernier beau-fils en fait qui est en vie, et que ça l'empêche de travailler car elle doit s'occuper de lui, c'est un peu un fardeau, et qu'elle aimerait peut-être le mettre à l'hospice pour pouvoir prendre cet emploi. Face à cette déclaration, Thomas Riley est choqué par ce qu'il entend. Cette femme semble vouloir abandonner un enfant dans un hospice, un endroit fait à la base pour accueillir les personnes âgées, infirmes, les malades, les orphelins. Comment est-ce qu'une mère peut-elle songer à faire une telle chose? Il n'en croit pas ses oreilles et ce n'est pas terminé. Car durant leur discussion, elle suggère que de toute façon,
l'enfant n'en a pas pour très longtemps, il va bientôt mourir lui aussi, comme le reste de la famille. Thomas Riley pense qu'elle plaisante, ou du moins qu'elle fait de l'humour noir, parce que l'enfant qui se tient devant lui et qu'il observe depuis le début de la conversation a l'air en pleine santé, donc a priori aucune raison de croire qu'il va bientôt décéder. Et pourtant, moins d'une semaine à peine après cette entrevue, l'enfant perd la vie de la fièvre typhoïde, vous l'avez deviné. Et là, on a enfin quelqu'un, le premier et le seul, qui se pose des questions devant toute cette hécatombe. Thomas Riley va voir la police pour dénoncer Mary-Ann car il est persuadé qu'elle a tué son beau-fils. Et face aux suspicions de meurtre, une analyse toxicologique est faite par les autorités. Et le verdict tombe, l'enfant a ingéré de l'arsenic. Et c'est cette substance qui est la cause de sa mort. Alors, les corps des autres membres de la famille sont exhumés. Et le constat est toujours le même. Aucun d'eux n'est finalement mort de la fièvre typhoïde, mais bel et bien d'un empoisonnement à l'arsenic. Face à ce constat, Mary-Ann Cotton est arrêtée et jugée pour les meurtres de la famille Cotton en 1873, où elle est condamnée à mort par pendaison. Son exécution aura lieu le 24 mai 1873. Elle aurait agonisé pendant 3 longues minutes avant de rendre son dernier souffle, puisque son bourreau William Calcraft aurait choisi pour elle la pendaison par strangulation, une méthode particulièrement lente et cruelle. Si vous vous demandez ce que c'est et les différentes méthodes de pendaison, je ne peux que vous conseiller de regarder ma vidéo sur les techniques d'exécution dans le monde. Je vous mets le lien juste au-dessus sur la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. En tout cas, Mary Cotton a payé pour ses crimes, condamnée des meurtres de la famille Cotton, même si on sait très bien qu'elle a tué toutes ses autres familles précédentes, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves, ça datait déjà de quelques années, pour la condamner pour ces meurtres-là. Giulia Tofana et le réseau des femmes empoisonneuses. Giulia Tofana est une femme italienne du XVIIe siècle vivant à Rome, connue pour avoir fabriqué et vendu un poison mortel appelé l'aqua tofana ou l'eau de Tofana. Son poison à la recette secrète, fabriquée à partir de substances nocives, est suffisamment discret, incolore et inodore pour être administré aux victimes sans éveiller le moindre soupçon, généralement en l'ajoutant à de la nourriture ou de l'eau. L'eau de Tofana est censée provoquer une mort très lente et indolore, souvent confondue avec les symptômes d'une longue maladie pour que le décès ne soit pas suspect. Grâce à son produit mortel, Giulia Tofana devient tristement célèbre et considérée comme la criminelle ayant joué un rôle clé dans l'histoire des poisons utilisés pour les meurtres, en particulier dans le contexte des mariages forcés ou malheureux. De son temps, Giulia aide des femmes qui cherchent à se débarrasser de leurs époux abusifs ou violents. On raconte qu'elle aurait aidé plus d'une centaine de femmes à empoisonner leur mari. Finalement, les morts qui se multiplient et attirent l'attention sur elle, elle se fait démasquer et arrêter. Giulia serait morte vers 1651 sans qu'on en sache la cause, naturelle ou une exécution. Cependant, ce qu'on sait, c'est que son décès intervient quelques années à peine avant que les autorités italiennes ne mettent à jour en 1659 un vaste réseau de 6 empoisonneuses qui sévissent à Rome et qui fournissent de l'eau de Tofana à des épouses désireuses de se débarrasser de leur mari. Suite à des procès de ces empoisonneuses qui ont beaucoup fait parler à l'époque, ces femmes seront pour la plupart condamnées à la peine de mort par pendaison et 2 d'entre elles seront condamnées à l'exil. Mais alors comment Giulia en est arrivée à passer en quelque sorte maître dans le business des poisons? Vous allez le voir, même si du fait de l'ancienneté de l'affaire on n'a pas trop de détails, on retrouve quand même dans son histoire personnelle quelques éléments de réponse. Giulia Tofana naît vers 1620 à Palerme en Sicile, dans une famille modeste. Certaines théories suggèrent que sa mère, Teofania di Adamo, aurait été exécutée en 1633 pour avoir empoisonné son mari Francesco, le père donc de Giulia, ce qui aurait pu, selon les historiens, exercer une influence profonde sur Giulia et ses choix futurs. Cette tragédie pourrait en effet expliquer sa fascination pour les poisons et sa volonté de créer des substances fatales.
Elle aurait grandi auprès de sa mère dans un environnement où les connaissances ancestrales des plantes et des substances naturelles étaient courantes, ce qui pourrait avoir facilité le développement de ses compétences dans la fabrication de poisons. L'Aqua Tofana, le poison fabriqué par Julia, est une concoction secrète. Les éléments qui le composent n'ont jamais été véritablement confirmés car la formule est restée totalement secrète et n'aurait été révélée qu'oralement à travers des témoignages postérieurs à son arrestation. Plusieurs historiens et chercheurs suggèrent que ce poison devait contenir les éléments suivants: de l'arsenic, du sulfate de plomb, de la belladone et de l'antimoine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce mélange se présente souvent sous forme liquide et peut alors être très facilement ajouté à de la nourriture ou à des boissons. Le poison agit lentement, sur plusieurs jours, et cause des symptômes tels que des vomissements, des douleurs abdominales, une fatigue intense, ce qui a pour but de faire paraître la cause du décès comme étant d'origine naturelle, comme par exemple une maladie infectieuse. Selon les écrits de l'époque, le seul antidote connu pour l'Aqua Tofana serait le jus de citron. En tout cas, si à son époque, au XVIIe siècle, Julia Tofana est le portrait même d'une tueuse sans remords, eh bien sachez que de nos jours, certains la voient comme un symbole de résistance féminine face à la violence patriarcale, même si ses actions étaient en fait sans aucun doute possible de nature criminelle. D'ailleurs, le nom de Julia Tofana a plusieurs fois fait le buzz sur les réseaux sociaux américains ces dernières années comme un signe de protestation des femmes sur Internet via le mouvement MATGA, Make Aqua Tofana Great Again, vous l'aurez compris, en référence au slogan de Donald Trump pour sa première élection présidentielle, Make America Great Again. Et durant mes recherches, j'ai même été surprise de trouver ce genre d'article en vente sur Internet avec le slogan MATGA, Your Body My Choice, ton corps, mon choix. Ça paraît complètement dingue, et pourtant. Et sachez que ce mouvement a même repris de l'ampleur depuis la récente réélection de Donald Trump, toujours en guise de protestation. Violette Nozière. Le 10 octobre 1934, devant la cour d'assises de la Seine en région parisienne, se tient le procès de Violette Nozière, 19 ans. La jeune femme est accusée de meurtre à l'encontre de son père, Jean-Baptiste Nozière, un chauffeur de train, et de tentative de meurtre sur sa mère Germaine, une mécanicienne. En effet, la nuit du 21 août 1933, au domicile familial, au 9 rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris, elle aurait empoisonné ses deux parents avec de fortes doses de Soménal, un somnifère qu'elle se procure avec une fausse ordonnance. Sa mère survivra à l'empoisonnement, tandis que son père y laissera la vie. Au tribunal, face aux juges et aux jurés, Violette Nozière explique les raisons de son terrible geste. Elle aurait voulu se débarrasser de son père pour cause d'inceste. Elle explique devant la cour comment depuis l'âge de 12 ans, son père abusait d'elle régulièrement quand sa mère s'absentait. Violette raconte: « Je n'ai rien dit à ma mère parce que mon père avait juré qu'il devrait nous tuer toutes les deux et se suicider ensuite. » Comme souvent, le débat autour du procès anime la population, surtout la question de l'inceste qui est un sujet qu'on évite d'aborder à l'époque. Une partie considère Violette comme une jeune femme dévergondée avec un passé sulfureux qui s'amuse à salir l'image de son père après l'avoir assassiné, et il la surnomme le monstre en jupon. Alors qu'une autre partie de la population, dont une majorité d'artistes reconnus tels que Dali ou Magritte, voit en elle une femme brisée, forcée au parricide pour échapper à l'inceste, et la surnomme l'ange noir. Paul Éluard écrira même une partie de son poème « Oser et l'espoir » en son honneur. Je vous lis l'extrait en question. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père. Dans les jardins de la jeunesse, il y aura des inconnus, tous les inconnus. Les hommes pour lesquels on est toujours toute neuve et la première, les hommes pour lesquels on échappe à soi-même, les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette a rêvé de défaire, a défait l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Bon, je ferme la parenthèse poétique pour revenir à la dure réalité. Au tribunal, le procès se poursuit.
Germaine, la mère de Violette, qui s'était initialement constituée partie civile contre sa fille parce qu'elle a essayé de la tuer, vit une véritable prise de conscience lorsqu'elle entend le témoignage de sa fille, qu'elle apprend que son défunt mari faisait subir des horreurs à sa fille. Alors, elle supplie les jurés d'acquitter son enfant. Mais remettons-nous un instant dans le contexte de l'époque. L'inceste est toujours un sujet difficile à évoquer par les victimes de nos jours, alors imaginez ce que c'était au début du XXe siècle. C'était un sujet tabou, on ne parlait pas de ce genre de choses à une époque très conservatrice où la famille, la figure du père et chef de famille était considérée comme sacrée au-dessus de tout et totalement intouchable. Ce que je vais vous dire est peut-être choquant, mais sachez que les psychiatres de l'époque considéraient l'inceste comme un fantasme hystérique, c'est-à-dire que pour eux, une fille qui accuse un de ses parents d'inceste l'accuse en fait d'un acte qu'il n'aurait jamais commis, mais qu'elle aurait aimé qu'il commette. Vous vous rendez compte, c'est totalement aberrant, évidemment faux, mais au début du XXe siècle, les mentalités étaient différentes. Le procès prend fin le 12 octobre 1934 lorsqu'à l'issue d'une petite heure de délibération, le jury condamne à l'unanimité Violette à la peine capitale. Face au verdict, la jeune femme s'emporte et crie aux membres du jury « Vous êtes des saligots, vous me dégoûtez ». Finalement, sa peine de mort est modifiée par le président Albert Lebrun en une peine de prison à vie avec des travaux forcés dans la prison pour femmes de Rennes. Puis le maréchal Pétain réduit sa peine à 12 ans d'emprisonnement. Violette bénéficiera finalement d'une libération conditionnelle et sortira de prison en 1945. À sa sortie, elle refait sa vie. Elle épouse un certain Pierre G, le fils du greffier de la prison dans laquelle elle était incarcérée et qu'elle a rencontré pendant qu'elle faisait une formation là-bas. Pour se faire oublier, elle change d'identité et devient Françoise G. On ne connaîtra pas son nom de famille puisqu'il a été maintenu secret pour pouvoir lui permettre justement de tourner la page. Elle se met à travailler dans l'hôtellerie et la restauration au sein de l'établissement L'Aigle d'Or dans le département de l'Orne. Elle vivra heureuse avec son époux et entourée de ses 5 enfants jusqu'à sa mort en 1966 des suites d'un cancer. En 1963, après plus de 10 ans de bataille judiciaire menée par ses avocats, Violette Nozière est réhabilitée par le général de Gaulle et son casier judiciaire est totalement effacé. Concernant Mary-Ann Cotton, on remarque qu'au fil des années, elle a réussi à faire passer les décès qui l'entourent pour des morts naturelles, accusant la fièvre typhoïde, d'où le fait qu'il a fallu beaucoup de temps avant qu'elle ne se fasse prendre, jusqu'à ce que par excès de confiance en elle, elle devienne un peu trop bavarde et finisse par se faire démasquer. Il existe une série sortie en 2016, Dark Angel, qui retrace sa vie. Une série que je n'ai pas encore regardée, mais ça ne saurait tarder, surtout que Mary-Ann est jouée par la talentueuse actrice anglaise Joanne Frogate, que vous connaissez si vous avez déjà regardé la série Downton Abbey. À travers ses anciennes affaires d'empoisonneuse, bon, hormis pour Mary-Ann qui elle n'était intéressée que par l'argent, moi j'ai vraiment l'impression, et dites-moi ce que vous en pensez, que par le passé, les femmes avaient moins de droits, moins de pouvoir, et leur souffrance était moins prise au sérieux. Alors elles ont trouvé le moyen, seules ou dans le cadre d'un réseau, d'utiliser le poison pour se libérer de leurs problèmes. Le divorce était mal vu à l'époque, c'était mieux en société d'être veuve qu'une femme divorcée. Alors, une épouse battue, bafouée ou abusée préférait peut-être tuer son mari pour s'en débarrasser et mettre fin à son calvaire sans se faire prendre. Ça n'exclut en rien la gravité des meurtres, évidemment, mais je suis persuadée que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont longtemps privilégié le poison comme arme du crime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à ce sujet. Voilà, c'en est fini pour cette partie 2 sur des affaires où des femmes ont fait usage de poison pour commettre le pire. J'espère que vous avez apprécié m'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain, 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes et faites attention à ce que vous mangez. À bientôt.